Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Quand Brigitte, courtière immobilière Remax, a appelé sa cliente pour lui dire Oh, les îles de la Madeleine, mais c'est vraiment excitant tout ça. Elle savait aussi à quel point c'était vraiment angoissant tout ça. Vendre ici, trouver une nouvelle maison là-bas. Et c'est pour ça qu'elle a ajouté J'ai confiance, on va y arriver. J'ai un excellent courtier à te référer aux îles. Parce qu'une maison, c'est là où même loin, on veut se sentir chez soi. Chez Remax, on fait partie de vos histoires, même celles de vos nouveaux départs. Nous sommes le mercredi 12 février. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée qui sera encore une fois marquée, je vous le dis, par toute cette histoire d'imposition de tarifs, bien sûr sur l'acier, sur l'aluminium, parce que tous les premiers ministres des provinces et des territoires seront à Washington aujourd'hui en même temps pour lancer ce message. On veut tenter de lancer un message d'unité, lancer un message également aux acteurs économiques, à des élus américains également, sur leur demander, essayer de les convaincre, de convaincre peut-être eux-mêmes leur président ou les gens autour de ce président de ne pas imposer ces tarifs dans un mois, au début du mois de mars. Sinon, ce qui va retenir l'attention aujourd'hui, et ça coïncide avec la venue du roi de Jordanie à la Maison-Blanche hier, c'est évidemment la situation dans la bande de Gaza. Vincent Maisonneuve est déjà en studio avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Parce qu'il sera question, évidemment, de la suite et de ce que Donald Trump veut faire dans la bande de Gaza. Il a parlé d'un grand développement immobilier et il en a été question hier lors de cette visite du roi de Jordanie, oui, à la Maison-Blanche. Exactement. Au moment où l'accord de cessez-le-feu semble tenir qu'à un fil, le Hamas dit qu'Israël a enfreint l'accord. Israël qui menace de reprendre les hostilités si les otages ne sont pas libérés comme prévu. Il y a pendant ce temps-là la Maison-Blanche, Donald Trump qui persiste et signe, même devant le roi de Jordanie, en disant qu'on peut déplacer les 2 millions de Palestiniens et qu'on peut trouver facilement une terre très agréable en Jordanie ou en Égypte, alors que le roi jordanien refuse catégoriquement. Il a été très diplomate, le roi Abdullah, mais quand même, on sentait son inconfort hier. Et ça sème encore la confusion par rapport à la situation à Gaza, puisque le cessez-le-feu est menacé et on parle de ce plan immobilier de reconstruire Gaza. Bref, c'est assez... beaucoup de choses à dire. Beaucoup de confusion et beaucoup de choses à dire, oui. Parfait, on se reparle dans les prochaines minutes. Je me tourne tout de suite vers Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Parce qu'évidemment, tout le monde se demande ce qui va nous tomber dessus dans les prochaines heures. Les modèles tiennent pour l'instant. Effectivement, ça va être de la neige et pas mal à part ça dans bien des régions. Oui, pas mal. En fait, une bonne partie de l'Ontario, pas mal tout le Québec aussi. Alors, on y va avec une fourchette de 25 à 35 jusqu'à 40 par endroit. Okay. Et des conditions qui vont se détériorer quand même assez rapidement. Bon, on a une belle journée aujourd'hui. Là. Il fait beau, il fait froid, ça s'ennuage graduellement. Ce matin, vous avez des températures là, près de moins 16 à Montréal, mais on est facilement sous la barre du moins 20 un peu partout sur le centre du Québec, même près de celle du moins 30 un peu plus au nord. Donc, moins 10, moins 11 aujourd'hui, tendance à l'ennuagement. Les vents sont pas trop forts. Les vents vont prendre de la force ce soir et la neige va commencer au cours de la nuit. Déjà, demain matin, au réveil, il devrait y avoir une quinzaine de centimètres au sol et on va en recevoir une quinzaine supplémentaire en cours de matinée demain. Donc, la période la plus intense, c'est vraiment fin de nuit jusqu'en début d'après-midi pour le Grand Montréal. Si vous êtes vers Québec, c'est plus vers 4 heures du matin jusqu'à 17 heures. Ce sera vraiment la journée de tempête au complet vers Québec. Mais le sud du Québec,
fin de nuit, début d'après-midi, c'est là où ce sera le plus fort. Les températures, bon, c'est sûr que cette nuit, là, on est autour de moins 14, mais on va sentir une hausse du mercure se faire graduellement. Demain, on passe la journée autour de moins 3 à Montréal, 0 en Estrie, moins 5 dans les Laurentides, moins 9 à Québec. Alors, vous avez compris que 0, moins 3, c'est pas très élevé, ça. Alors, on conseille de pelleter le plus de neige que vous pouvez en avant-midi. Parce qu'en après-midi, ça va devenir un petit peu plus lourd sur le sud du Québec, l'Estrie principalement. Et le froid derrière va revenir rapidement dans la nuit de jeudi à vendredi. Un beau bloc de glace, tout Une ça. belle croûte, là, difficile à tasser. Donc, des conditions là, qui vont être assez difficiles. Avertissement de tempête pour la plupart des régions. Alors, ça commencera au cours de la nuit. Les vents seront forts jeudi soir, vont diminuer un peu d'intensité au cours de la nuit et vendredi. Derrière ça, le ciel redeviendra variable autour de moins 6, moins 10. Et il y en aura d'autres au cours de la fin de semaine. Autant? 10, 15. Okay. On verra pour les avertissements. On va se concentrer sur ceux-là. Une chose à fois. Et demain, on passera aux autres. Bon. Mais bref, pour les gens de l'Abitibi, c'est 10-15 cm. Ça commence ce soir. 15 à 30 pour les gens du Saguenay aussi. Ça commencera au cours de la soirée de la nuit prochaine. 15 à 30 pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. 15-20 cm. Ça commence principalement en fin de nuit. D'ici là, il fait beau. Moins 15, moins 17 comme maximum aujourd'hui dans tout l'est du Québec. Territoire ontarien, ça s'ennuagera vers Thunder Bay. Sudbury, sous avertissement de neige, 15 à 25 cm jusqu'à demain matin. Toronto-Windsor, ça commence en après-midi. Ce sera mêlé de grésil-verglas au cours de la soirée et de la nuit. 10-15 cm là aussi. À Ottawa, ça commence ce soir également. 30-40 cm jusqu'à demain après-midi. Donc, avertissement de tempête. D'ici là, c'est variable. Le soleil continue de dominer à Vancouver, 2 degrés. Et c'est le froid qui se maintient bien en place dans les prairies. Moins 21 Winnipeg, moins 25 Regina, ce sont les maximums. Moins 18, moins 12, vous allez me dire, c'est moins froid vers Edmonton et Calgary. Et dans l'ensemble, c'est un ciel variable. Oui, et donc, attention, demain, les déplacements risquent d'être assez compliqués pour la période de pointe du matin. Ah oui, puis je dirais même celle de la fin de journée. Là, on va être dans les restants, dans le vent derrière ça. Télétravail, si vous le pouvez, donc. Sachez-le. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, la Coupe des 4 Nations, tournoi des 4 Nations, ça commence ce soir. Le Canada va affronter la Suède. Oui, et l'entraîneur-chef John Cooper de l'équipe canadienne a fait son choix pour ce qui est du gardien de but partant pour le match de ce soir, match qui aura lieu à 20h. Ce sera Jordan Binnington des Blues de Saint-Louis qui sera devant le filet ce soir. Il aura comme adjoint Aiden Hill comme second et donc Samuel Montembeault sera dans les gradins pour le match. Pour Jordan Binnington, c'est 15 victoires cette saison en 39 matchs, une moyenne de but allouée de 2,89 et surtout un pourcentage d'arrêt sous la barre des 900. Donc, choix intéressant par John Cooper qui a dit d'ailleurs au cours des derniers jours qu'on n'aura pas vraiment le temps de faire des tests avec l'équipe canadienne en si peu de temps. Est-ce que ce sera Jordan Binnington qui aura le filet pour tout le tournoi? Ça, ce sera intéressant de voir, mais du moins, ce sera lui qui sera présent ce soir pour ce premier match du Canada. Sinon, dans l'actualité entourant les 4 nations, hier, il y a eu un beau geste. Guy Gaudreau, le père de Johnny Gaudreau, qui était sur la patinoire lors de l'entraînement de l'équipe américaine. Il était avec John Tortorella à un certain moment. On sait qu'il avait déjà participé à l'entraînement de l'équipe de Tortorella dans la LNH depuis le décès de ses 2 fils. Et donc, beau geste, belle motivation aussi pour l'équipe américaine de pouvoir avoir Guy Gaudreau dans l'entourage de l'équipe. Donc ça, c'est un beau geste. Et en terminant, l'équipe de la Finlande a un certain Patrick Laine dans son alignement. Et hier, questionné sur l'impact que pourrait avoir la confrontation des 4 nations pour Laine, pour son peut-être retrouver un peu de rythme avec le Canadien, parce qu'on sait que ça a été difficile récemment, et surtout cloué au banc par manque d'efforts. Il a un peu critiqué le temps d'utilisation qu'en fait Martin Saint-Louis lors des matchs. Donc, une petite pointe au personnel d'entraîneur de l'équipe. Toujours bon, ça, pour la chimie dans un vestiaire, d'aller lancer des petites pointes comme celle-là, surtout que la saison est en pause. Et donc, c'est ce qui retient l'attention, ce qui a retenu l'attention. Et ce soir, enfin, on pourra se mettre un match sous la dent avec ce premier affrontement du Canada. Et dites-moi, Sidney Crosby va avoir un trophée à son nom? Oui, dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, oui. anciennement Ligue de hockey junior majeur du Québec. LHJMQ, voilà. Il aura maintenant son trophée, puisque le trophée qui sera remis à la recrue de l'année portera désormais le nom de Sidney Crosby. Il a connu 2 saisons seulement dans la LHJMQ, mais 2 excellentes saisons. Sa première en 2003-2004 lui avait valu le titre de recrue de l'année. Il avait marqué 54 buts en 135 matchs. La saison
suivante, il en avait marqué davantage, 66 en 160, non, je ne dirais pas le nombre de matchs, 168 points, c'est ça. Et donc, 2 années marquantes. Il s'est fait remettre son trophée hier après l'entraînement de l'équipe canadienne. Il était touché. Il a dit que parmi ses meilleurs moments de hockey en carrière, c'était justement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l'époque avec l'Océanique de Rimouski, avec qui il avait remporté, entre autres, le trophée du président. Oui. Donc, bel honneur. On sait qu'on veut actualiser peut-être les noms des trophées remis dans la LHJMQ avec David Desharnais qui a maintenant son trophée, Patrick Roy, Mario Lemieux. Ben voilà que Sidney Crosby s'ajoute à ces grands noms. Non seulement il a tout gagné, mais il a un trophée à son nom. C'est pourquoi pas? Mal, c'est mérité en plus. Ben oui, la victoire de Montréal était de retour à l'entraînement après une semaine de congé. Oui, semaine de congé et on se prépare pour le prochain match qui sera samedi contre les Sirènes de New York, les Montréalaises qui sont toujours au sommet du classement. Hier, il y a eu match justement dans la LPHF entre Toronto et Minnesota. C'est Toronto qui a remporté le match en prolongation grâce à un but de Renata Fast. Et ce sera intéressant de voir si les Canadiennes peuvent maintenir cette séquence de victoires. Je vous rappelle qu'elles en ont remporté 5 consécutives. Et donc, samedi, chance d'en remporter une 6e. Donc, on surveillera ça, bien entendu. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée, Olivier. Au revoir. OK, on va enchaîner avec Vincent. Pourquoi pas? Bonne journée, les amis. Au revoir. À plus tard. OK, Vincent, on va parler de ce cessez-le-feu, vous le disiez d'entrée de jeu, qui demeure très fragile dans la bande de Gaza. Il y a le premier ministre israélien qui menace de déchirer cette trêve conclue il y a moins d'un mois si le Hamas ne libère pas comme prévu un groupe d'otages. Le Hamas qui accuse Israël de tirer sur des Palestiniens afin de freiner le retour de la population vers le nord de l'enclave. On a vu ces déplacements très importants vers le nord de l'enclave ces dernières semaines, ces derniers jours. Et il y a le président américain qui continue, lui, de dire que la meilleure solution, c'est de déplacer tout le monde, 2 millions de Palestiniens vers l'Égypte, la Jordanie. Et il l'a répété devant le roi de Jordanie que la paix au Moyen-Orient est possible si les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza. C'est ça. Il était au bureau ovale avec le roi jordanien et il n'a pas du tout, Donald Trump, il n'a pas du tout cherché à nuancer ses propos. Bien au contraire, il faut, selon lui, déplacer 2 millions de Palestiniens, démolir ce qu'il reste de Gaza, construire des hôtels, des casinos, des résidences de luxe et que c'est le plan tout désigné pour rétablir une forme de stabilité. Tout ça devant le roi de Jordanie qui, en bon diplomate, n'a pas vraiment bronché. Il n'a pas cherché à contredire ou à rejeter la proposition de Donald Trump. Sauf que le roi Abdullah était clairement inconfortable. On écoute un extrait que j'ai retenu de cette rencontre. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. Donc, les États-Unis vont construire de belles choses, des hôtels, des bureaux, des maisons, et ça va prendre beaucoup de temps, dit-il, parce que tout est en ruine. Donc, de toute façon, comme ça va prendre du temps à reconstruire, les Palestiniens vont devoir partir pendant une longue période pour permettre cette reconstruction. Bref, ils doivent partir quoi qu'il arrive, selon le président Trump. Et il continue en disant ceci. I believe we'll have a parcel of land in Jordan. I believe we'll have a parcel of land in Egypt. We may have someplace else, but I think when we finish... Il dit devant le roi de Jordanie, je pense qu'on va avoir une belle parcelle de terre en Jordanie, qu'il y aura une parcelle de terre en Égypte et que les Palestiniens pourront y vivre très, très heureux. Oui, et clairement, ça ne devait pas faire son affaire. Il avait déjà, de toute façon, manifesté son opposition à cette idée-là, mais il est quand même resté diplomate alors qu'il était justement assis à côté du président. Oui, on sait qu'il est contre ce plan-là, mais il ne l'a pas rejeté ouvertement devant le président, sans doute pour pas froisser l'ego du président américain. Le roi jordanien s'est simplement concentré sur des éléments sur lesquels la Jordanie est déjà d'accord. One of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in a very ill state. Donc, le roi Abdullah dit, dans l'immédiat, ce que l'on peut faire, c'est de prendre en charge quelques 2000 enfants palestiniens gravement malades et les transporter d'urgence en Jordanie pour qu'ils soient soignés. Il ajoute, il va falloir voir ce que propose l'Égypte, mais selon lui, la seule solution possible doit prendre en considération les intérêts de la population de Gaza, les intérêts des Jordaniens et aussi les intérêts des États-Unis. L'Égypte a poliment aussi rejeté la proposition de Donald Trump. Bon, et ces discussions autour du
déplacement de 2 millions de Palestiniens, ça a lieu alors que la guerre pourrait reprendre à tout moment. En tout cas, le cessez-le-feu, on le dit, très fragile. Oui, le président français a d'ailleurs dit que la solution là, devant cette poudrière qui risque une fois de plus de s'embraser, le conflit, la solution au conflit, c'est pas de construire des hôtels. Là. C'est pas un projet immobilier qui va régler le problème, qu'il faut faire preuve d'humanité. C'était dans le cadre d'une entrevue en anglais que le président Macron a accordée à la presse américaine. We have to stick to our principles. Il faut, selon le président français, rester sur ses principes et tenir à des principes humanitaires, dit-il. C'est de plus en plus perçu comme étant vieux jeu, déconnecté, mais il dit il faut rester sur des principes et à rester humain dans toute cette affaire. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. On va commencer avec la Presse Plus de ce matin qui s'est rendue à Thetford Mines au Québec pour rencontrer des travailleurs étrangers temporaires, des travailleurs dont la ville a bien besoin. Oui, parce que la ville a longtemps été synonyme d'amiante, mais la ville a su rebondir. Elle est maintenant portée par une industrie manufacturière en plein essor, écrit la journaliste Suzanne Colpron ce matin. Thetford Mines qui a le taux de chômage le plus bas au Québec. Et plusieurs entreprises emploient des travailleurs étrangers. Là-bas, la ville a accueilli des centaines de travailleurs temporaires venus pallier le manque de main-d'œuvre criant, mais un équilibre qui est menacé actuellement, notamment en raison des réformes en immigration qui ont jeté en quelque sorte un froid sur les industries de la région. Les entreprises où ces travailleurs travaillent, travailleurs étrangers œuvrent. Pour certaines entreprises, on parle d'environ la moitié du personnel, alors c'est beaucoup. Et on s'inquiète ce matin dans l'article de la presse des conséquences. On dit que c'est un avenir incertain pour ces travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, dans le Devoir de ce matin, on publie la suite de cette enquête sur la Fondation Jasmin Roy. D'anciens employés et ex-membres du conseil d'administration de la Fondation estiment que Jasmin Roy aurait utilisé l'organisation à des fins personnelles. 5 sources qui ont notamment fait part au Devoir de leur incrédulité face à la rémunération de conférences données par M. Roy dans des écoles. Certains ont d'ailleurs quitté la Fondation en grande partie à cause du manque de confiance envers M. Roy et sa gestion de l'organisme. Le Devoir a mis la main sur une dizaine de factures émises par des centres de services scolaires entre 2011 et 2024 et payées à l'entreprise Production Jasmin Roy pour des conférences dans des écoles. Il s'agit de conférences en lien avec la mission de la Fondation, mais qui sont facturées par l'entreprise de M. Roy. Même si ces conférences sont annoncées sur le site web de la Fondation, bien, M. Roy, on donne l'exemple, a été rémunéré pour une conférence 862 $. Donc, même s'il fait la promotion de ces conférences sur le site web de la Fondation, Jasmin Roy, lui, se défend, justifie au Devoir la facturation des conférences au nom de son entreprise par le fait qu'il estime les avoir données à titre personnel. Il dit que ce sont des conférences qui sont en lien avec les livres que j'ai écrits, rien à voir avec la Fondation. Alors, enquête du Devoir qui se poursuit à la une du quotidien ce matin. On avait parlé d'un tsar du fentanyl au gouvernement fédéral pour évidemment utiliser un terme choisi par Donald Trump quand il parlait du contrôle de la frontière. Donc, Ottawa a annoncé qui sera responsable de la lutte au fentanyl. Et il s'agit de Kevin Brosseau, ancien haut gradé de la Gendarmerie royale du Canada. Vous avez un texte, Mathieu, à une du Globe and Mail ce matin. Kevin Brosseau a été sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre depuis octobre dernier. D'ailleurs, il y a le collègue Romain Chué ce matin à la une de notre site Internet qui nous apprend, lui, que pour obtenir des précurseurs et d'autres produits chimiques qui permettent de fabriquer des comprimés de fentanyl au Canada, des groupes criminels traquent, transportent et vendent une espèce de poisson en voie de disparition, le Totoaba, en passant notamment par des ports canadiens. Donc, les produits d'espèces sauvages illicites comme le Totoaba sont échangés contre des précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication de la drogue. Information qui figure dans un récent rapport d'enquête confidentielle protégé de l'Agence des services frontaliers du Canada et obtenu par le collègue Romain Chué au moyen de la loi sur l'accès à l'information. À lire donc sur notre site Internet ce matin. Et c'est en une du Globe and Mail. Ça aussi, ce sont des entreprises qui ont travaillé sur l'application Arrive-Can, qui se disait donc autochtone, gérée par des gens autochtones, mais finalement, c'est pas le cas du tout.
Non, on donne l'exemple de 2 entreprises, Coradix et Dalian, informations qui ont été révélées, en fait, à la suite d'un audit commandé par le gouvernement fédéral. Finalement, ces entreprises ne répondent pas aux critères là, de ce programme qui donnait accès à un accès préférentiel à des contrats gouvernementaux. Donc, Coradix et Dalian ont occupé une place de choix tout au long de l'enquête parlementaire sur les dépassements de coûts liés à l'application Arrive-Can. En fait, Dalian appartient à des Autochtones, compte 2 employés à temps plein en 2023, mais partage ses bureaux avec Coradix, son entreprise beaucoup plus importante, elle qui n'est pas du tout autochtone et qui emploie environ une 40aine de personnes. Donc, révélation ce matin, c'est à la une du Globe and Mail. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée à demain. Journée. Alors, revenons sur ce dossier des tarifs douaniers. Greta Juris se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour, Greta. Bonjour, Mathieu. Parce que, la Maison-Blanche a déclaré hier en fin de journée que ses droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium vont s'ajouter aux tarifs généraux sur tous les produits canadiens. On sait que, donc, début mars, ça devrait entrer en vigueur. Et donc, il y aura une surtaxe totale de 50 % sur les 2 métaux. Quels sont les propos exactement de l'administration Trump à ce sujet-là? Oui, rappelons d'abord que les États-Unis menacent d'imposer des droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium importés du monde entier à compter du 12 mars, comme vous l'avez dit. À partir du 4 mars, il y aura aussi des tarifs douaniers de 25 % sur tous les autres produits importés du Canada et du Mexique. Et nos collègues de la CBC ont demandé des précisions à la Maison-Blanche sur la manière dont ces barrières tarifaires s'appliqueraient. Et la réponse d'un responsable était qu'il s'additionnerait. Donc, 25 % plus 25 % pour un total de 50 % sur l'acier et l'aluminium. Le conseiller principal du président Donald Trump en matière de commerce et d'industrie, Peter Navarro, a affirmé hier que les États-Unis avaient de véritables griefs à faire valoir dans l'industrie métallurgique et que les tarifs douaniers pouvaient servir en ce sens. Il a affirmé notamment que les alumineries américaines fonctionnaient à la moitié de leur capacité, tandis que celles du Canada roulaient presque à plein régime. Une situation qu'il a attribuée directement aux exemptions offertes dans le passé au Canada en 2019 et des exemptions qui ont besoin, selon lui, d'être corrigées. Oui, hâte de voir en tout cas quelles seront les suites là, sur ces 25 % qui s'additionnent. Il y aura peut-être d'autres précisions aujourd'hui de la part de la Maison-Blanche parce que, il faut le dire, les projecteurs seront braqués encore une fois sur Washington parce que les premiers ministres provinciaux, les premiers ministres, dont François Legault, seront à Washington pour tenter de convaincre l'administration Trump de revoir sa position. Oui, voilà. Le premier ministre du Québec est arrivé dans la capitale américaine hier. Il estime que les Américains ne pourront pas se passer de l'aluminium du Québec et continue de réclamer de façon urgente un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. On doit avoir le plus vite possible une négociation avec M. Trump. Moi, je pense là, que ce qui est de plus en plus urgent pour protéger les emplois des Québécois, c'est de faire une nouvelle entente avec M. Trump et de trouver une entente gagnant-gagnant. Et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, est également à Washington, où il mène la délégation des premiers ministres des provinces qui doivent rencontrer aujourd'hui des membres de la Chambre des représentants pour faire valoir l'avantage des relations commerciales du Canada avec les États-Unis face à la Chine. Merci beaucoup, Greta. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous aussi. Voilà pour cette édition d'À la Une. Évidemment qu'on va suivre ça au cours des prochaines heures. Sinon, au pays, le ministre fédéral des Services publics, Jean-Yves Duclos, doit faire une annonce pour un partenariat stratégique pour soutenir l'aviation royale canadienne. Ce sera à suivre. Et il y a également des chefs de parti, le chef du Parti québécois, le chef du Parti conservateur au Québec, qui seront dans la circonscription de Terrebonne, où l'élection partielle dans cette circonscription a été déclenchée officiellement hier. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon mercredi.
Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Non. Tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco. On appelle ta mère. Plus de 6 000 appartements à Québec.